La République démocratique du Congo n'est autre que ce pays situé en plein cœur de l'Afrique. Avec une superficie de 2 345 409 km² et plus de 80 millions d'habitants, le Congo est le deuxième pays plus vaste d'Afrique après l'Algérie. Il s'étend de l'océan Atlantique au plateau de l'Est et correspond à la majeure partie du bassin du fleuve Congo. Riche en minerais et en biodiversité, le Congo voit sa bénédiction se convertir en malédiction parce que la convoitise que cette dernière génère favorise l'éclosion de groupes armés en interne et cela ne fait qu'accentuer la pauvreté déjà existante. En effet, 87,7% de Congolais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Voilà pourquoi, après 15 ans de règne du régime Kabila, le fait de rêver d'une alternance n'était pas exclu. Les élections représentaient en quelque sorte pour les Congolais le moyen devant les mener à la terre promise, au Congo de leurs idées. Mais avant cela, le peuple qui espérait voir arriver ce moment n'avait pas idée de ce que représenteraient les jours à venir. Les années 2016, 17 et 18 vont donc être très marquantes. Cette période de 2016 à 2018, c'était une période de grande turbulence au Congo. On était vraiment au bord du précipice. Le pays avait failli éclater par l'insensibilité de ceux qui dirigeaient le pays à l'époque, notamment le président sortant et toute son équipe. Et ils ne voulaient pas comprendre qu'il fallait bien entendu respecter la Constitution. Et c'était une année où le pays, au sommet de l'État, la gestion a été caractérisée par la violation intempestive de notre Constitution. Parce que rappelez-vous que c'est en 2016 évidemment que le mandat du président Kabila, qui est heureusement parti, devait prendre fin. Mais malheureusement, ça avait été prolongé par la volonté de vouloir rester indéfiniment au pouvoir. Et c'est aussi l'année où le président Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, avait réuni les opposants à Bruxelles, à Genval, pour bien entendu convoquer un dialogue qui devait mettre fin au règne de l'instabilité et également organiser des élections dans notre pays pour que le pays connaisse sa première alternance. Parler des années 2016-2017, c'est penser à la manière dont beaucoup ont été tués. Le 19 septembre 2016 d'abord, le 19 octobre 2016, le 19 décembre, le 20 décembre, lorsqu'on attendait la désignation, lorsqu'il y avait encore le pourparlers au niveau du centre interdiocésain, que Kabila a opéré son coup d'État constitutionnel pour se maintenir au pouvoir en nommant les membres du gouvernement Sami Badibanga. Donc je pense à tous ces morts. En 2016, on a fini par signer l'accord du centre interdiocésain sous les auspices de la conférence épiscopale nationale du Congo. Et l'accord signé, on a attendu que Kabila allait nommer le Premier ministre, issu notamment du rassemblement, et le président du rassemblement devrait ipso facto devenir le président du comité de suivi de l'accord, CNSA, et plus tard, le comité laïque de coordination, CLC, s'est mis en contestation pour réclamer l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et là, nous allons nous rappeler des morts comme des déchets de Kapangala, le 21 janvier 2018 déjà, les morts du 31 décembre 2017, la mort de Rossi Chimanga le 25 février 2018, et là, Kabila a senti que l'étau s'est resserré autour de lui. Les années 2016 à 2018 sont les années où on a passé les moments les plus forts de la vie. Et parce que justement, 2016, c'était l'année qui marquait la fin et les derniers mandats de Joseph Kabila. Mais on a vu que
M. Kabila n'avait vraiment pas l'intention de quitter le pouvoir pacifiquement et de nous organiser les bonnes élections. C'était des années où on était entre liberté et prison, entre assassinat. C'était des années de terreur pour nous les activistes. Il y a certains qui vivaient en clandestinité, il y a certains qui sont partis en exil. C'était des années de combats intenses. C'était des années de beaucoup de sacrifices. Et il y a eu le débat autour de Kabila va rester, Kabila va partir, toutes les marches qui ont été organisées par les comités laïcs de coordination. Je dirais même à un certain moment, l'opposition avait abandonné, l'opposition était essoufflée, l'opposition ne pouvait rien contre Kabila parce qu'il les a divisés, il les a anéantis, il a donné des postes et l'opposition a été en ordre dispersé. Alors à ce moment-là, c'est le CLC de l'Église catholique qui a en quelque sorte pris les devants de la scène. Et c'est grâce à ces mouvements de CLC, le mouvement citoyen, il y a eu une telle pression autour de Kabila doit partir et des gens qui disaient que Kabila devrait partir mais qui n'avaient pas, il n'était pas obligé de dire qu'il y partirait. D'où on est arrivé à un moment donné où Kabila a quand même sorti son dauphin, je me rappelle, c'était au mois, pratiquement au mois d'août, Emmanuel Ramazan Shadari. 2018 sera donc l'année de tous les espoirs, l'année promise même si l'on y croyait peu. Les Congolais ont lutté dans un contexte politique hautement incertain. Incertain parce que le président Kabila ne se prononçait pas sur son départ et son silence en disait long. C'était le désir de voir le Congo changer, l'espoir de pouvoir bâtir un Congo nouveau tirant ses racines de l'alternance politique. C'est cet espoir qui a entraîné de gens de divers regroupements dans les rues congolaises. Certains sont partis pour ne plus revenir, d'autres par contre en ont gardé de séquelles éternelles. Mais cela n'aura pas suffi pour faire abdiquer les combattants de la lutte rude, qui n'est autre que la lutte démocratique. Il est venu le moment de témoigner du respect à toutes les catégories de personnes précitées. Arriva la date fatidique où les entrepôts de la CENI prirent feu. Un coup de massue qui va plonger encore dans le doute les espoirs congolais, heureusement que le report n'aura pris que 7 jours. Si la Mouka avec Martin Fayoulou Madidi hésitait encore sur la machine à voter, le cap pour changement de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe de son côté ne jurait que sur les élections avec ou sans machine à voter. On notera la demande du candidat président Seth Kikouni de reporter les élections qui ne trouvera pas gain de cause. Et le retrait du candidat Alain Daniel Shekomba au Kende. RDC, 30 décembre 2018, jour du scrutin. À Kinshasa plus précisément, il pleut de cordes mais la détermination prend le dessus sur cet obstacle météorologique et le peuple vota. Après 2 reports, c'est finalement dans la nuit du 10 janvier que le président élu sera connu et du peuple congolais et de la communauté internationale. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera donc le président provisoire avec 7 051 013 voix, soit 38,57%, suivi de Martin Fayoulou Madidi, 6 366 732 voix, soit 34,83%. Mais ce dernier va saisir la Cour constitutionnelle afin de faire éclater d'après lui la vérité des jeunes. Le 20 janvier, la Cour constitutionnelle confirmera les résultats provisoires de l'élection présidentielle publiée 10 jours plus tôt par la centrale électorale. Les 2 requêtes de Martin Fayoulou Madidi contesteront la victoire de Félix Tshisekedi seront d'après la Cour recevables mais non fondées. Présente requête non fondée pour les motifs sus évoqués, confirmer la décision de la CENI du 10 janvier 2019 en ce qu'elle a déclaré provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix, qui a obtenu 7 051 013 voix exprimées lors de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Quant à la requête du candidat Théodore Ngoï demandant l'annulation de résultats, elle sera jugée irrecevable. Le 24 janvier, la RDC assistera à la première alternance démocratique. La passation de pouvoir du président sortant au président entrant
c'est quelque chose que nous n'avions jamais vécu dans le passé. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, la RDC, jusqu'en ce moment-là, la RDC avait connu 4 chefs d'État. C'était soit des coups d'État, soit des rébellions. Donc on n'a jamais assisté à un événement de passation civilisée des pouvoirs. Donc pour moi, c'est une évolution dans le bon sens. Bien que cette élection n'ait pas été la plus parfaite comme on aurait souhaité, parce que si l'élection était parfaite, je serais élu président de la République, mais elle n'a pas été la plus parfaite, mais je considère que c'est un pas en avant. Et nous sommes dans une démocratie qui s'améliore, qui doit s'améliorer donc chaque jour. Et je voudrais souhaiter, en tant que candidat dans cette élection présidentielle, souhaiter bonne chance au président qui a été élu. Et je souhaiterais que tous les autres candidats puissent faire la même chose. Parce que chaque fois qu'on fait une élection, si on termine une élection et que personne n'accepte les résultats, on n'a pas fait de progrès. Dans un état de droit, il faut qu'on fasse une élection, on proclame les résultats, c'est-à-dire la CENI qui proclame. Ceux qui ne sont pas d'accord vont à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle se prononce. Mais une fois que la Cour constitutionnelle s'est prononcée, a donné donc le verdict final, il faut que tout le monde s'incline et que tous les candidats acceptent maintenant, soit de travailler avec celui qui a été proclamé président, soit de pouvoir continuer dans l'opposition, mais de façon civilisée. Le premier discours de Félix Tshisekedi en tant que président de la République démocratique du Congo aura croisé les attentes de plusieurs Congolais. Un des éléments importants qui a retenu mon attention, c'est son appel à la cohésion nationale, à la lutte contre le tribalisme, et en invitant tous les Congolais en disant nous sommes un même peuple, mettons-nous ensemble, travaillons ensemble pour le développement donc, du pays et surtout éviter de nous discriminer les uns contre les autres. J'ai trouvé ces discours très rassembleurs en ce sens où, vous le savez très bien, la classe politique congolaise est marquée par vraiment beaucoup de divisions, que ce soit dans l'opposition même où on a censé trouver des personnes défendant la même idéologie, les mêmes idées, mais déjà dans l'opposition il y a des divisions. Mais lorsque le président de la République arrive, eh ben, il appelle tout le monde à l'unité. Et j'aime cette première phrase qu'il a eu à tenir, il a prononcé, il a dit que la victoire que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas une victoire d'un camp contre un autre. Donc, et je ferme rapidement la parenthèse. Donc c'est pour dire que la victoire qu'il était en train de servir, il demandait que les politiciens, qu'ils puissent s'unir, qu'ils puissent être ensemble. Parce qu'en réalité, bien qu'au-delà de nos clivages politiques, au-delà de nos divisions, mais nous sommes tous Congolais, nous sommes tous en train de servir sous le drapeau de la République démocratique du Congo. Il a eu à citer lors de son discours son adversaire Martin Fayulu. Donc c'était un moment fort qu'il voulait montrer aux gens que nous puissions au moins dépasser nos clivages politiques, que nous puissions dépasser nos divisions et que nous puissions unir nos forces, nous puissions unir nos intentions ou tout ce que nous avons autour des intérêts de la République démocratique du Congo, et ça m'a séduit. Son discours a été si clair qu'il ne serait pas le président d'un groupe de gens, mais il serait le président des Congolais. Alors il faut tenir à ce que nous puissions aussi, nous, de notre part, aider ce président à réussir sur son discours. Que nous ne vivions pas le contraire, comme on en a toujours l'habitude dans notre pays. Aujourd'hui, on dit A et lorsqu'on se retrouve aux affaires, c'est le B. Alors, il faut vraiment aider le président aussi. Sinon, son discours a été si riche, j'ai retenu vraiment, avec beaucoup d'attention, cet aspect qu'il a dit, qu'il devrait voir le social des Congolais, comment les Congolais vivent, surtout lui-même, et combattant de lutte pendant plus de 37 ans, où il a vécu toute différence ou toutes sortes de manœuvres ou de souffrances des Congolais. Alors rien ne l'échappe, il faut juste attendre de lui tout ce qu'il nous a promis dans son discours. Le président de la République, j'étais au Palais de la Nation, il a fixé les grands points de son action des 5 prochaines années. La RDC, qui a 70
10% des terres arables. Et s'il faut les comparer à la Chine n'en a que 7% des terres arables. Mais malheureusement, curieusement, nous mangeons le riz qui vient de la Chine. Pouvez-vous vous en rendre compte? Il a dit que nous pouvons non seulement nourrir et avoir une suffisance alimentaire, autosuffisance alimentaire, mais la RDC peut nourrir plus de 2 milliards d'individus dans le monde entier. Ça veut dire que nous pouvons nourrir toute l'Afrique. C'est question de lutter contre l'impunité, c'est question de lutter contre la corruption, qui s'est arrogée comme son cheval de bataille. Donc si nous devrions espérer, parce qu'il suffit, madame, qu'on donne aux Congolais à manger, qu'on le remette au travail, le tout c'est parti. Le mal de Kabila, il n'a pas su, durant son règne, il l'a dit, il a échoué de transformer les Aïrois, malheureusement parce qu'il s'était fait entourer de Mobutistes. Il n'a pas su créer des gens qui peuvent croire en lui, qui peuvent créer une idéologie autour de sa personne. C'est un assemblage, un conglomérat de Mobutistes et Kabilistes qui avaient suivi son père. Il les a mis ensemble et quelques débauchés qu'il a recrutés au niveau de l'opposition, qu'il a mis ensemble. C'est impossible d'aller de l'avant. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas le Congo de la trahison, de la haine et du tribalisme. Ça, c'était des mots forts. Parce que, bien entendu, la gouvernance de l'administration Kabila a été caractérisée par cela. On a été divisé, on est encore divisé jusqu'à ce jour. Mais la mission du président de la République, en tant que garant de la Constitution, en tant que le garant de notre pays, donc il a ce devoir, il a épinglé quelque chose que nous vivons jusqu'à ce jour. Bien que nous faisons un effort pour que cela ne puisse pas, bien entendu, fragiliser complètement notre pays. Mais les Congolais ont été divisés par le régime passé. Et ça, c'était le moment fort. Parce que ce n'est qu'en unissant son peuple autour de lui qu'il peut réussir son mandat. Ce n'est qu'en tenant compte des potentialités, comme on parle de la méritocratie. Donc que tu sois de l'Est, que tu sois du Nord, que tu sois de l'Ouest ou du Centre, ce sont vos compétences qui priment. Quand vous avez des compétences, et qu'il y a une opportunité, c'est vous qui la prenez. La République a croisé d'abord personnellement, parce que je ne peux pas parler ici au nom de tout le monde, parce que chacun de nous a une lecture personnelle de la situation ou de l'appréciation de l'allocution du président. Moi, quand il a parlé d'abord de la lutte contre la corruption, de l'instauration d'un vrai état de droit, et puis lorsqu'il a appelé à l'unité nationale. Donc il s'est montré, il a pris une casquette d'un président rassembleur. Après la passation de pouvoir entre Joseph Kabila Kabange et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la majorité semble opter pour le retrait total du président sortant de la scène politique, car ce dernier serait en train de tout manipuler en sa faveur. D'autres par contre pense qu'il doit être là parce qu'il est l'autorité morale du plus grand regroupement politique, le Front commun pour le Congo. On sent la main de Kabila et c'est très dommage pour notre pays. Et il va compromettre son avenir dans notre pays en essayant de manipuler la politique comme il le fait là. Pourquoi? Parce que nous avons besoin, quand on parle d'alternance démocratique, nous avons besoin d'une vraie alternance démocratique. Vous avez été président de la République, vous partez du pouvoir, vous laissez votre successeur gérer le pays librement. Mais allez par des moyens contournés, essayer de réunir tous ces gens autour de lui qui sont frappés par des sanctions à gauche, à droite. Vous savez pourquoi ils sont frappés de sanctions? Parce qu'ils ont été impliqués dans des pillages de notre pays, dans les détournements des fonds publics, dans la corruption, dans la prédation des ressources naturelles, dans les assassinats, dans les violations massives des droits humains. C'est ça les gens avec qui Kabila se sent à l'aise, à se mettre ensemble, pour qu'ils puissent protéger mutuellement leurs intérêts. Kabila a transféré l'entièreté du pouvoir, l'impérium. L'impérium, c'est la plénitude du pouvoir à Félix Tshisekedi. Et dès lors, Kabila est devenu président honoraire. Par quelle magie Kabila pourrait être derrière Félix Tshisekedi? Je comprendrais, comme disent que Kabila
reste dans la scène politique congolaise. Là, je serai d'accord, parce que je sais que Kabila est l'autorité morale du PPRD, qui est le premier parti en termes d'élus au niveau de l'Assemblée nationale. Kabila est l'autorité morale du FCC, qui est la plateforme la plus importante en termes d'élus au niveau national, avec au moins 330 députés nationaux. Vous avez vu la dernière sortie à Kingakati. Kabila était autour de 330 députés nationaux. Alors comment voulez-vous qu'un tel homme, qui a une telle force politique, qui a un poids politique énorme, plus que quiconque, puisse comme ça disparaître de la scène? Non mais c'est ça, le poids politique c'est quoi? C'est lorsque vous avez le plus d'élus au niveau de l'Assemblée nationale. C'est comme ça qu'on mesure les termes, le poids politique. Le poids politique, on ne le mesure pas parce que tu as un gros ventre ou tu as une grosse tête. Le poids politique se mesure en termes d'élus nationaux au niveau de l'Assemblée nationale. Et Kabila aujourd'hui détient la plateforme la plus importante de la RDC. Alors comment voulez-vous, par un coup de bâton magique, qu'un tel homme puisse disparaître de la scène politique? C'est pratiquement impossible. Il est impossible. Kabila a 47 ans. Kabila est jeune, c'est le plus jeune président aujourd'hui dans le monde qui vient de quitter, le plus jeune ancien président. Kabila est militaire. L'entourage de Kabila a commis des crimes exécrables. Kabila doit se munir d'une certaine garantie pour ne pas répondre du chef d'honneur d'ordre ou du commandant ou du chef devant la Cour pénale internationale. Et par conséquent, l'ombre de Kabila continuera à planer sur les 5 prochaines années. L'ombre de Kabila continuera à planer sur les 10 prochaines années. Même sur les 20 prochaines années. On ne pourra rien faire dans ce pays sans penser qu'il y a un Kabila à côté, hein, s'il vous plaît. Il n'a que 47 ans. C'est un militaire. Il a des militaires qui assurent sa sécurité, conformément bien sûr à la loi votée au Parlement et promulguée par lui sur le statut des anciens présidents élus. Donc, il n'y a pas un président qui pourra être là pour... Personne ne pourra ignorer Kabila. Même vous, journalistes, personne ne saura l'ignorer et il ne saura pas quitter la scène politique aussi comme ça, comme s'il allait se reposer. Les gens ne comprennent. Donc, pour certaines personnes, que Tshisekedi prenne une baïonnette à l'espoir, Kabila, Nabomio et Koufi. Non, ça ne va pas se faire, madame. C'est vraiment la confusion totale. Aujourd'hui, c'est vrai, on voulait que Kabila parte, mais est-ce que réellement Kabila est parti? On se pose cette question-là. On voit que le système, il est encore à renseigner, le système est toujours présent. Il y a justement des figures que les Congolais n'aimeraient plus avoir. Il y a des gens qui ont commis tellement de maux dans ces pays. Si, à la limite, on ne peut pas les emprisonner, mais on ne veut plus le voir. Sans plus tarder, Félix Tshisekedi Tshilombo recevra le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Le but de cette entrevue est sans nul doute celui de donner réponse aux préoccupations du président quant à la poursuite du processus électoral. Mais les sanctions pesant sur le bureau de la centrale électorale prouvent à suffisance que le processus n'a pas été parfait. Vous savez, au Congo, quand nous avons eu l'élection ici, les gens réfléchissent parfois d'une manière, c'est que moi j'ai toujours dit, anticiper de façon louche. C'est qu'un ami qui dirait, je suivais à la télévision qui dit, au Congo ou en Afrique, avant même qu'on ait aux élections, on connaît déjà les gagnants. Alors il faut bannir cet aspect-là. Il faut bannir ça. Nous avons avancé. Le pays Congo n'est plus le Congo d'hier, où on souffrait avec même notre propre liberté. Non, il faut bannir cela. Et ce sont des aspects qui ont amené aujourd'hui de confusion. Parce que les gens ont été bloqués psychologiquement sur un individu. Et lorsqu'ils trouvent le contraire, n'est-ce pas, on commence à chanter. Et de l'autre côté, il sera élu. On dit non, c'était une façon de bâcler avec les discussions. Non, ça n'a rien à voir avec cela. Vous savez, les Américains viennent de frapper certains officiels congolais, dont le président de la CENI et le vice-président et d'autres officiels aussi, impliqués dans l'organisation des élections. On les accuse de corruption. Je pense que le processus, à ce niveau-là, est entaché, est vraiment mis en cause.
moi, je voudrais peut-être qu'on prenne le temps d'étudier cette situation correctement et qu'on détermine s'il y a des correctifs qu'il faudrait apporter pour que nous ayons donc des élections des gouverneurs, des élections des sénateurs qui soient crédibles. Parce que ce que je vois pour l'instant, ça n'inspire pas confiance. Le Congo devra être le pays qui organisera les bonnes élections dans toute l'Afrique, parce qu'on sait qu'en Afrique, on n'a jamais eu de bonnes élections. Je pense qu'on aura une CENI totalement indépendante. Une CENI vraiment clean, pas des actes de corruption. Un candidat qui a été élu sera proclamé élu. Tout ce qu'on a vécu pendant plus de 10 ans avec Malou Malou, avec Ngoy Moulound, avec Nanga, que cela ne se répète plus. La CENI a fait un travail impeccable. Il faut saluer ça. Il ne faut pas être d'un parti ou faire le parti pris. La CENI n'a pas eu les problèmes de tricherie, quoi que ce soit. Vous savez, s'il y avait problème de tricherie, on serait aujourd'hui dirigé par Emmanuel Ramazani Shadari. Mais la CENI n'a pas pu proclamer Ramazani Shadari parce qu'il a échoué. Non seulement que Emmanuel Ramazani avait échoué, mais il avait lamentablement échoué. Vous avez vu sa position, il est venu à la 3e position après Félix Tshisekedi. Mais c'est ce que je même dis ici. Pendant que les gens restaient bloqués psychologiquement, vérifier qu'est-ce qu'on fera de Shadari, il y avait un candidat à côté qui se préparait et qui faisait aussi des exploits. Conscient de l'immensité de la tâche qui est désormais sienne, Félix Tshisekedi se lance dans une tournée régionale. Il commencera par l'Angola, le Kenya, pour chuter au Congo-Brazzaville. Si on a noté une petite réticence de la part de Joao Lourenço quant à la reconnaissance de Félix Tshisekedi en tant que président nouvellement élu, la visite de son homologue congolais vient mettre fin aux doutes qui planaient et vient faire souffler un vent d'une base amicale solide entre les deux voisins. De là, il s'envolera pour le pays de Uhuru Kenyatta, le seul président africain à avoir rehaussé de sa présence à la cérémonie de son investiture. Par cet acte, naît non seulement un pont, mais aussi une expression de gratitude. Au Kenya, il s'entretiendra avec la diaspora congolaise. De la bouche du président sortiront de déclarations approuvées par certains et décriées par tant d'autres. Non, c'est fini ça. Exil, le réfugié politique, non. Congolais, il faut avoir la place dans le D'un côté, il n'y a pas de moment opportun pour regagner son domicile. Mais de l'autre côté, Félix Tshisekedi aurait pris le temps de tout asseoir avant d'émettre son vœu de voir les Congolais rentrer à la maison. D'abord, la première démarche du chef de l'État d'appeler tous les Congolais vivant à l'étranger ou les Congolais de la diaspora pour rentrer, investir dans leur pays, c'est une décision géniale, c'est une très bonne décision parce qu'il faudrait que la République démocratique du Congo puisse être développée par ses fils et filles. Et sur ces points-là, je suis d'accord avec le président de la République. Les côtés où je ne suis pas trop d'accord avec le président de la République, c'est là où c'est juste au début, il vient de commencer. Normalement, le président de la République devrait d'abord ce qu'on appelle faire asseoir une politique avant d'appeler les autres. C'est un peu comme un père qui était en voyage et qui revient et automatiquement il ne s'est pas encore arrangé. Un père qui avait peut-être une maison d'une chambre-salon et aussitôt arrivé, il appelle tous ses enfants dans le monde, venez, venez, papa est là. Sans pourtant savoir, est-ce que dans ma maison, je n'ai qu'une maison d'une chambre-salon, est-ce que la capacité d'accueil, est-ce que j'ai assez d'assiettes, est-ce que j'ai assez de nourriture pour nourrir tous mes enfants. Donc vous voyez, c'est moi, je soutiens tout ce monde-là. Au fait, je m'allie derrière cette langue qui disent que cette décision est inopportune. Et effectivement, c'est une décision inopportune parce que le président de la République devrait normalement prendre son temps pour asseoir sa politique. Bon, je pense que ce sont des décisions qu'on annonce comme ça. C'est pour dire que tout le monde est le bienvenu. Ceux qui étaient en exil ne doivent plus avoir peur de rentrer chez eux. Ils peuvent venir quand ils veulent. Mais on n'a pas organisé encore la République démocratique du Congo pour qu'elle fonctionne très bien déjà pour s'occuper des Congolais à l'intérieur de la RDC avant
de recevoir donc des vagues de ceux qui sont donc à l'extérieur. Mais les portes sont ouvertes. C'est l'idée qu'il a voulu donc exprimer. Et de ce point de vue-là, tout un chacun de nous qui se trouve donc à travers le monde et qui a comme Congo son pays et qui voudrait revenir, il peut venir sans être inquiété d'être arrêté par la NER. C'est ça le message qu'il a voulu donner. Et quand le président dit à la diaspora qu'elle doit rentrer au Congo, il ne faut pas seulement comprendre qu'il demande à la diaspora de quitter l'Europe pour venir vivre au Congo. Il ne faut pas seulement comprendre dans ce sens-là. Cela pourrait bien être possible, mais quand il dit rentrer au pays, c'est un langage en quelque sorte diplomatique. Il demande tout simplement à la diaspora congolaise de venir investir chez eux. Parce que tu ne peux pas être riche chez autrui alors que tes frères et sœurs croupissent dans la misère. Donc c'est un appel qui tombe au bon moment. Au moment où nous parlons démocratie, au moment où nous parlons progrès, c'est aussi l'occasion de demander à nos frères qui sont en Europe, en Amérique, en Afrique, de rentrer dans leur pays pour investir. Lorsque vous faites les tours des agences de transfert, vous comprendrez l'impact de la participation à l'amélioration des conditions de vie des Congolais, de la diaspora, par rapport à l'argent qu'on envoie tout le jour. Et la diaspora, j'ai échangé avec quelques-uns qui se plaignaient autour de les conditions dans lesquelles ils évoluent et les soucis qu'ils ont de venir investir chez eux. Ils rencontrent beaucoup d'obstacles, par exemple la question liée à la nationalité, la question de douane. Tout ça, le président a intérêt à améliorer, à réduire les obstacles ou les difficultés auxquelles notre communauté de la diaspora est confrontée pour permettre à ces Congolais de rentrer chez eux, parce que ce Congo appartient aussi à cette population qui vit à l'étranger. Non, il n'a imposé à personne de rentrer. Il a donné un point de vue. Parce que n'oubliez pas que, moi également j'ai été à la diaspora. Donc n'oubliez pas que cette diaspora a des choses à expliquer aux Congolais. Cette diaspora a de l'intelligence, a des compétences à faire valoir ici chez nous. Cette diaspora a des capitaux parce que n'oubliez pas qu'il y a des ménages qui vivent au Congo grâce à l'argent que cette diaspora envoie. Et donc, s'il a fait cet appel, c'est pour leur demander de revenir ici, investir dans leur pays pour créer la richesse. Il ne faudra pas que nous attendions que les capitaux des Occidentaux. On a également besoin des capitaux des nationaux, des Congolais, pour investir afin de créer la richesse et donner du travail aux Congolais. C'est tout simplement ça. Mais ceux qui pensent que ceux qui pensent que pour eux, il faut rester en Occident, il faut rester en Europe, en Afrique du Sud, aux États-Unis, ainsi de suite, ça, libre à eux. À la question de savoir ce qu'il faut pour une éventuelle adhésion de la RDC au sein de la communauté d'États d'Afrique de l'Est, Félix Tshisekedi se dit favorable. L'intégration de notre pays dans la communauté est-africaine. Nous sollicitons que notre pays puisse aussi intégrer la communauté. Ça nous permettra d'avoir certains accès, certaines facilités par rapport à... C'est très bien. Vous êtes très intelligent. Merci. Vous êtes très intelligent parce que ça fait partie des discussions. Et là encore, bon nombre de personnes ne partageront pas son avis. Oui, la décision d'adhérer à la communauté des États d'Afrique de l'Est, c'est une décision précipitée. Je ne sais pas si c'est une décision, c'est une position qu'il a exprimée. Donc, mais elle est précipitée. Pourquoi? Moi, je suis un fervent défenseur de l'intégration régionale. Et je suis un fervent défenseur que le Congo puisse s'intégrer donc aux autres pays et constituer un espace économique beaucoup plus grand, parce que ça crée plus d'opportunités pour le peuple congolais. Je donne un exemple. Si une entreprise veut investir pour produire, disons, des bouteilles d'eau en République démocratique du Congo, si on investit ici, on a une population de 92 700 000 personnes. On va vendre ces bouteilles d'eau à 92 700 000 personnes que nous sommes. Maintenant, si on est dans une zone régionale qui inclut les autres pays d'Afrique de l'Est, les 6 pays d'Afrique de l'Ouest, le Soudan du Sud, la Tanzanie, le Kenya, le Rwanda, le Burundi, ces pays-là, ils ont une population combinée de 120 millions de personnes.
Quand on prend 120 millions plus 92 millions, on a un total de 210 millions de personnes. On devient un espace économique beaucoup plus large qui crée des opportunités. C'est-à-dire que cette entreprise qui a investi au Congo peut vendre son eau, non pas seulement à 92 millions de personnes, des Congolais, mais à 210 millions de personnes qui sont des populations de tous ces pays-là. Donc ça crée des opportunités et pour le secteur privé, mais également pour les pays. Maintenant, au-delà de ces considérations donc, économiques, d'économie d'échelle, qui sont très importantes, nous avons aussi des préoccupations sécuritaires. Nous avons des préoccupations sécuritaires parce que le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda ont eu des antécédents avec la RDC. Ils avaient envahi notre pays. Ils sont venus ici, ils se sont même battus à Kisangani, tuant des Congolais sur le territoire congolais. Comment voulez-vous que nous puissions aller faire une intégration avec des pays de ce genre-là? Pour le moment, nous devons d'abord réorganiser nos affaires à l'interne, c'est-à-dire réorganiser notre armée, notre police, nos services de sécurité pour être en mesure de défendre correctement le territoire congolais, pour que ces pays-là ne viennent pas entrer donc en RDC à travers le mécanisme de l'intégration régionale avec des velléités d'occupation qui n'ont pas pu réaliser en venant donc des forces avec leur armée. Donc nous devons être prudents de ce point de vue-là. Donc je dirais au président de la République, allons dans l'intégration régionale, mais mollo mollo. Pour le moment, faisons d'abord des choses qu'il faut faire les préalables pour que la RDC devienne un pays organisé avec sa sécurité, avec une paix durable. Et en plus de cela, organisons aussi l'appareil productif. Il n'y a pas d'entreprise congolaise aujourd'hui qui produisent des produits de qualité que nous pouvons exporter vers l'extérieur. Organisons d'abord notre économie nationale, organisons notre sécurité et lorsque ces préalables seront réalisés entre-temps, établissons des relations de confiance mutuelle avec ces pays voisins avant que nous puissions nous intégrer pour travailler donc ensemble en tant que membres des États d'Afrique de l'Est. D'ailleurs, il faudra changer l'appellation. Nous ne sommes pas donc pays d'Afrique de l'Est. Ils sont pays d'Afrique de l'Est, nous sommes des pays d'Afrique centrale. Il faudra peut-être trouver une autre dénomination pour que nous puissions nous mettre ensemble. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Faisons chaque chose donc à son temps. En internationaliste, je dois vous avouer que dans une certaine mesure, le président peut avoir raison. Aller à Goma, à Bukavu, bon, dans beaucoup de choses, on ne comprend pas les choses quand on est cloisonné à Kinshasa. Kasumbalé, ça est alimenté par l'Afrique australe, et Lubumbashi, alors que les maïs moisissent à Kabongo, à Kabondo Dianda, à Malembankulu. Mais pour la farine des maïs, on s'approvisionne à partir de la Tanzanie et de la Zambie, de la Namibie et des pays de l'Afrique australe. Quand vous êtes à Goma, le café, l'huile, la farine, tout vient de Nairobi, du Rwanda. Donc quand il faut examiner les choses par rapport à ce paramètre, il est utile que nous soyons dans l'Afrique de l'Est orientale, avec la Tanzanie, nous pouvons facilement sortir par le port de Dar es Salaam, nous pouvons facilement sortir par le port de Mombasa. Donc les deux voies-là nous sont ouvertes, plutôt que la voie de l'Obito qui est bloquée jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour nous approvisionner à Kinshasa, on doit passer par Pointe-Noire et de Pointe-Noire, transporter les marchandises par bateau, d'autres bateaux, ou bien par véhicule, pour les faire traverser au beach Ngobila. Donc vous voyez ce que nous perdons en termes de droits de douane. Mais si nous sommes dans la communauté de l'Afrique orientale, la COMESA notamment, donc ça peut permettre à nos frères qui sont dans l'Est, le Grand Kivu, la Grande Orientale, le Katanga, hein, d'être en bon terme avec eux. Mais il se pose un problème maintenant. Le problème se pose, nous sommes dans CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Qu'est-ce que nous tirons dans la CEAC? Qu'est-ce que nous tirons comme avantage dans la SADC? Alors, il faudrait qu'on mette en place un bureau d'études des internationalistes pour examiner chacun des intérêts que nous tirons en étant dans la CEAC, en étant dans la SADC, en étant dans toutes les autres organisations
régionale, sous-régionale, que nous voyons qu'est-ce que nous en bénéficions. Parce que le fait également de s'engager dans toutes les organisations sous-régionales, nous risquons d'être partout pour ne pas être nulle part. Je trouve que faire partie de beaucoup des regroupements sous-régionaux, à mon avis, c'est s'encombrer. Parce que nous n'avons pas jusque-là des éléments à présenter aux autres. Le Congo ne crée pas jusque-là. On n'a pas d'industrie, nous n'avons rien à proposer aux autres. Il faut attendre que le Congo commence aussi à développer son industrie. Que le Congo ait des choses à proposer à d'autres nations. Parce que sinon, nos marchés seront inondés par des produits venant de nos voisins. Okay? Mais alors que nous n'avons rien à leur proposer. J'ose espérer, si le président avait demandé mon conseil, je dirais non, monsieur le président, ce partenariat, c'est inopportun. Parce que jusque-là, nous ne créons rien, nous ne fabriquons rien chez nous et l'échange sera déséquilibré. Voilà. Donc l'échange sera déséquilibré et pour qu'il y ait l'équilibre d'échange, il va falloir attendre que nous ayons nous aussi des choses à proposer aux autres. Ce n'est qu'en ce moment qu'on peut envisager, bien entendu, pour élargir également, comment dirais-je, cette assiette d'échange. Pour élargir cette assiette d'échange, il faut attendre que nous ayons nos créations, nos inventions à nous pour pouvoir proposer aux autres. C'est en ce moment-là, bien entendu, qu'on pourra faire partie de ces genres de partenariats. Au 32e sommet de l'Union africaine, Félix Tshisekedi Tshilombo sera élu deuxième vice-président de l'organisation panafricaine. Une façon de clôturer le débat autour de sa légitimité et une petite avancée pour la RDC. Bon, ça fait longtemps que la RDC n'a pas été présente sur la scène internationale. C'est quelque chose donc de bien qui nous fait sentir bien en tant que peuple congolais, mais c'est une élection protocolaire. Vous savez, c'est des choses qui sont préparées bien en temps. Ce n'est pas que Félix est allé là-bas, il a été élu parce qu'il a un programme, parce que c'est un président qui est venu présenter une vision quelconque pour l'Union africaine. Non, c'est des choses qui étaient préparées bien avant, alignées bien avant. On savait que la RDC allait devenir deuxième vice-président, on a formalisé ça. C'est une très bonne chose, j'applaudis à cela, mais ça n'ajoute pas grande valeur à nous en tant que pays. La seule chose, c'est que ça nous donne donc droit au chapitre, ça nous donne un peu plus de visibilité. Quand il y a des dossiers à être traités sur le plan africain, si les discussions ont lieu donc dans le comité le directeur de l'Union africaine, donc on sera associé à cela, mais ça ne rapporte pas des salaires à Félix Tshisekedi ou à la RDC. Ça nous fait sentir du bien, un point très. Ça veut dire que le Congo rentre dans le concert des nations. Ça veut dire que le Congo, en tant que leader, en rapport avec sa vocation, parce que n'oubliez pas, j'ai toujours dit ça, que le Congo a la vocation du leadership africain. Frantz Fanon a dit que l'Afrique a la forme du revolver dont la gâchette se trouve à l'époque au Zaïre. Donc ça veut dire que c'est nous, Congolais, qui avons la mission de prendre l'Afrique et de la mener sur les hauteurs les plus élevées. Et il faut que nous retrouvions notre place, déjà ici dans la sous-région, en Afrique centrale. N'oubliez pas que le Zaïre, à l'époque, c'était lui le maître de l'Afrique centrale. Okay? Rien ne pouvait se faire sans l'accord du Zaïre. Nous avions perdu cette place-là. Mais avec l'arrivée du président Félix au pouvoir, nous osons espérer que nous allons retrouver notre place, nous allons retrouver notre leadership pour pouvoir impulser l'Afrique tout entière, de sorte que ce continent d'avenir puisse véritablement s'imposer dans la gestion du monde. Après Addis Abeba, Félix Tshisekedi reversera 163 300 $, soit 264 546 000 francs congolais dans le trésor public. Cela est un message fort de lutte contre la corruption envoyé à tout le monde. À travers cet acte, je pense que le président de la République voudrait mettre en avant la bonne gouvernance.
Et c'est un message très positif, très fort qu'il a donné aux fonctionnaires de l'État. Je voudrais, plutôt que ce soit juste un acte isolé, je voudrais que nous puissions convertir cela en une procédure générale, une politique générale que tout le monde devra suivre désormais en RDC. En quoi cette procédure va consister? C'est que chaque fois que quelqu'un doit aller en mission au service de l'État, on lui donne des frais de mission, c'est une avance qu'on lui donne. On ne sait pas combien cette mission va coûter exactement. La plupart du temps, ce qu'il faudra faire, c'est qu'on vous donne par exemple 10 000 $, vous partez en mission, vous avez dépensé 6 000 $. Quand vous revenez, on doit avoir une règle que dans les 2 semaines qui suivent votre retour au pays, vous devez présenter votre rapport de mission. 1. 2, vous devez aussi présenter votre rapport de dépenses. Et dans votre rapport de dépenses, vous devez indiquer que vous avez reçu 10 000 $, vous avez dépensé pendant la mission 6 000 $ et qu'il vous reste 4 000 $ que vous devez reverser au trésor public ou bien à l'entreprise qui vous avait envoyé en mission. Il est parti en mission, à son retour, il a pris 163 000 $. Il a remis à la caisse de l'État. C'est ça qu'il faut, madame. Il faut que nous intégrions cela dans notre crâne. Mais je voudrais aussi en profiter pour attirer l'attention sur quelque chose. Lorsqu'un chef d'État se déplace et qu'il revient avec 163 000 $ cash, je pense que c'est très dangereux. On doit sortir du système d'utilisation des cash pour utiliser des moyens aujourd'hui électroniques, des cartes, dans l'intérêt de notre pays. Le président de la République ne peut se promener qu'avec du cash, madame. Il y a ce que l'on appelle les fonds secrets. Ça ne peut faire partie d'aucune ligne. Ce fonds doit être le président, et c'est dans tous les pays du monde. Si le président dit ne pas faire une chasse aux sorcières au sein de l'opinion, on plaide pour que justice soit faite. Le seul moyen de restaurer la paix, c'est la justice. Nous serons peut-être un peu satisfaits si ceux qui ont commis des crimes, des assassinats, des crimes économiques, ceux qui ont commis des actes de corruption répondent. On ne sera pas oublié. Et les victimes des atrocités, des massacres et de meurtres, ces victimes de ces crimes-là, vous amnistiez parce que vous voulez que le Congo aille de l'avant. Et les victimes, qu'est-ce qu'ils deviennent? Vous réparez les dommages, vous réparez les préjudices moraux et civils. Tout ça sont des questions à se poser. Parce qu'on doit amnistier une catégorie de personnes au détriment d'une minorité. Et je veux dire, c'est même pas une minorité parce que beaucoup de Congolais ont été choqués, ont été blessés dans les passés et qui veulent à tout prix justice, qui veulent à tout prix réparation. Il faudra penser à ça. Il n'y a pas de développement sans justice, madame. Il n'y a pas d'avancement sans vérité. Pour évoluer, au moins que l'on connaisse la vérité. Quelqu'un comme moi dont le cœur est brisé, dont le cœur est blessé par Kabila, donc je vais aussi accepter comme ça que ma mère parte, sans connaître les circonstances dans lesquelles elle a été tuée. Et pour quelles raisons, par qui elle a été tuée. C'est là que l'on veut, avant le pardon, avant la réconciliation, qu'il y ait vérité, qu'il y ait justice. Et c'est la justice qui élève une nation. Nous sommes les Bantous, madame, nous sommes les Africains. Vous ne pouvez pas bâtir le développement sur des tombes. Ça va s'affaisser, ça va partir. Regardez des maisons qui ont toujours été construites dans les cimetières, ce qui arrive par la suite. Donc on ne peut pas bâtir les développements, on ne peut pas oublier ces années-là, comme ça, sans savoir pourquoi. Un colonel de la police, un commissaire divisionnaire adjoint peut ordonner qu'on tire sur un jeune homme sans armes. Non, madame. Sur cette jeune sœur-là, jeune fille aspirante, religieuse. Non, madame. Ce que nous ne voulons pas qu'on le punisse. Mais heureusement, ce sont des crimes contre l'humanité, ce sont les crimes de guerre, ce sont des crimes imprescriptibles.
Si la justice n'est pas établie au niveau local, même au niveau international, elle sera rétablie, tôt ou tard. Donc, on ne peut pas oublier aussi facilement, simplement comme ça. Parce que qui a bu boira. On ne peut pas laisser les coupables impunis. On ne peut pas laisser les coupables impunis. Il faut que les dossiers judiciaires soient ouverts à l'encontre de tous ceux qui ont commis ces crimes. Il y a les Kamouinan Sapou également, il y a les Rossi Mukendi, il y a les Kapangala, il y a tout ce monde, hein. Il y a beaucoup de crimes qui ont été commis ici dans notre pays. Et tous ces criminels à l'origine de ces massacres qui ont endeuillé les Congolais doivent être punis. Il faut qu'ils soient identifiés, il faut que des véritables enquêtes soient ouvertes pour que ceux qui sont à l'origine de tous ces actes de barbarie soient traduits en justice et qu'ils répondent de leurs actes devant les cours et tribunaux, et que les châtiments convenables leur soient infligés pour que cela serve d'exemple à d'autres pour éviter que cela ne se refasse encore dans notre pays. Avec devant lui un mandat de 5 années supposé reconstruire le Congo, le président Félix avertit bien avant. Il sera impossible de tout faire pendant cette période, mais son pessimisme sera perçu comme un aveu d'impuissance par certains. Il est réaliste, parce que si on estime qu'on va régler tous les problèmes dans 5 ans, ce n'est pas vrai. C'est pour cela, je vous rappelle, vous peuple congolais, là, il faut ouvrir les oreilles. C'est pour cela que j'ai proposé le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC sur une période de 15 ans. Vous savez pourquoi? C'est parce que je sais que pendant un seul mandat, on ne peut pas régler tous les problèmes. S'il travaille bien, tout ce qu'il peut faire pendant le premier mandat, c'est mettre en place des mécanismes pour que le Congo commence à se développer de façon accélérée. Donc il y a des priorités qu'il faut mettre en œuvre avant. Par exemple, pendant le premier mandat, moi je sais que je vois comme priorité, c'est rétablir le climat de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire congolais, en finir avec ces histoires de rébellions, de milices, des gens qui attaquent les autres, qui tuent les autres, promouvoir la cohésion nationale, éduquer la population pour qu'on puisse sentir qu'on est le même peuple. Ces histoires de tribalisme les mettre de côté, mettre un bon environnement pour le secteur privé pour que chacun puisse vaquer à ses opérations, ne pas dépendre simplement que le gouvernement vienne faire tout. Il a tout simplement refusé de jouer à la prétention. Vous voyez, il n'y a personne, même si vous prenez Barack Obama, Macron et Donald Trump, il n'y a personne qui puisse être président de ces pays et dire qu'il va résoudre tout le problème des Congolais en 5 ans, en 10 ans. Mais ce que je sais, c'est que le président Tshisekedi va certainement mettre en place des projets, des jalons, il va jeter des jalons qui permettront que d'ici 5 ans, il y ait au moins un élan de progrès. Et celui qui viendra va continuer dans cette vision, la continuité dans le progrès. Mais dire qu'il sera en mesure de résoudre le problème de 80 millions d'habitants, c'est assez prétentieux. Nous sommes 80 millions de Congolais et le nouveau président a trouvé les pays presque en lambeaux et il doit vraiment se battre et à reconstruire. Mais je pense qu'il devait plus être optimiste. Il devait plus être optimiste parce que demain c'est Dieu qui connaît. Et s'il a un bon programme et avec une très bonne équipe gouvernementale, c'est vrai, ça sera peut-être pas possible de réaliser les rêves de tous les Congolais dans 5 ans. Mais ce n'est pas impossible. Comme soldat, comme policier, tout comme ça, comme agent de l'ordre, je le verrai parfois en train de travailler dans des sociétés privées ou publiques de l'État. Ça sera ça, c'est ça le changement. Et c'est de cette dimension-là que moi je suis en train de voir le Congo après 5 ans. Les vœux pour le Congo n'ont pas été exclus. D'ici 5 ans, si on maintient le cap, le Congo va ressembler à un État véritablement démocratique. Le Congo va être un État modèle, non seulement au niveau de la sous-région, mais aussi à travers le monde. Et croire encore que le Congo peut faire face à l'Afrique du Sud, pourquoi pas être un pays continentalement au-dessus des autres pays africains? Mes vœux pour le Congo,
c'est voir cette nation qui est un mammouth, qui est mise à genoux, soit relevée par les Congolais eux-mêmes. Parce que, Madame Clarisse, ce n'est pas les Occidentaux ou encore nos frères africains qui viendront développer cette nation. C'est vous et moi qui avons la mission de nous lever pour développer notre pays. Je m'imagine que le Congo va atteindre un niveau. Il y aura un changement et je verrai parfois ces enfants de rue, par exemple, là, ne seront plus sur terrain. Je le verrai en train d'étudier, en train de conduire, en train parfois de sécuriser le pays comme soldat, comme policier, tout comme ça, comme agent de l'ordre. Je le verrai parfois en train de travailler dans des sociétés privées ou publiques de l'État. En 30 jours, les Congolais peuvent dresser le petit bilan de Félix Tshisekedi. Consécration des libertés des manifestations. Faoul peut tenir ses meetings. Il n'y a pas de gaz lacrymogène, il n'y a pas de tir à balles réels. La RTNC ou les médias publics ont été ouverts à toutes les sensibilités sociopolitiques. Faoul peut tenir ses meetings, insulter Tshisekedi, danser, chanter, ça passe sur la RTNC. Et il y a également la lutte contre l'impunité. Il y a eu les étudiants qui ont été tués, l'officier supérieur de la police et quelques éléments de la police ont été déférés devant l'auditorat militaire. Ils ont été condamnés. Il y a également à saluer la transparence par cet exemple que Félix a démontré, à reverser les frais d'émission, les frais de représentation qui lui ont été donnés dans les périples qu'il a effectués en Afrique. Donc ça montre qu'il y a un engagement, une volonté réelle de la lutte contre la corruption, de la lutte contre l'impunité. Parmi les points positifs, on a compris que l'espace public est vraiment ouvert, la liberté d'expression, même dans la chaîne nationale RTNC. Aujourd'hui, on montre les images de l'opposant, des opposants. C'est une très bonne avancée significative. On a eu à marcher dernièrement pour rendre hommage à Rossi, pas de gaz lacrymogène, pas d'interpellation. Ce sont des bons signes. En tout cas, parmi les choses que j'ai retenues personnellement, depuis le début du quinquennat du nouveau président, c'est l'ouverture de l'espace public. C'est ce qu'on a toujours rêvé. Laisser les Congolais s'exprimer librement sur la voie publique.